et à tous et nous sommes heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Afro-Business. Nous parlons de la consommation et des importations de plus en plus croissantes au Cameroun. Pourquoi le pays importe plus? Une question à laquelle répond dans quelques minutes Eugène Nyambal. Il est économiste et consultant en finance internationale, analyste des enjeux économiques et stratégiques en Afrique. Mais tout d'abord, nous allons regarder ce sujet qui revient sur le volume des importations du Cameroun durant l'année 2024, plus 11,4% du Cameroun à fin septembre 2024, soit une aggravation du déficit commercial. Une situation que vient confirmer les craintes du gouvernement sur l'atteinte des objectifs de ce plan gouvernemental, estimé à 1371,5 milliards de francs CFA de la production. On parle de la chute de la production, insécurité alimentaire accentuée, envol des importations, de nombreuses contraintes qui persistent sur le terrain. Un tableau sombre dressé par Cédric Tachago dans cet élément. Pour le premier trimestre de l'année, la note de l'administration centrale est des plus salées. 3 900,2 milliards de francs CFA, une enveloppe en augmentation de 11% que la CCA justifie par des retards de paiement aux fournisseurs de l'État. Le Cameroun, par exemple, en début d'année, commence déjà à faire ce qu'on appelle les cérémonies de présentation des vœux. C'est ça qui vient nous dire la dette intérieure. Donc chaque année, nous le faisons. Est-ce que tous les fournisseurs sont payés? Je ne peux pas témoigner. Les enseignants, on a trop supporté, on a trop attendu. C'est ça la dette intérieure. La prime d'excellence de recherche pour l'enseignement supérieur, à un moment, on court derrière cette enveloppe-là. Si ça n'a pas été payé, puisque ça se paye trimestriellement, allez, ça rentre dans le stock de la dette intérieure. Selon le gestionnaire de la dette publique au Cameroun, le financement de l'économie demeure confronté à plusieurs contraintes, notamment la détérioration de l'accès aux marchés financiers, tant au niveau national qu'international. Malgré les sirènes du FMI sur la situation, les experts pensent que les donneurs d'ordre internationaux, malheureusement, ne poussent pas le gouvernement à prospérer, à carburer dans le domaine des investissements productifs. On rembourse un peu plus vite la dette extérieure, même s'il est vrai qu'elle est colossale, que la dette intérieure. Voilà ce qui peut, de mon point de vue, justifier le fait que le stock de la dette intérieure est augmenté à hauteur de 11%. Pour inverser la courbe, l'État doit repenser ses relations avec ses créanciers. L'État consomme l'énergie et ne paye pas. L'État veut passer au péage, ne paye pas. L'État veut passer au paysage, ne paye pas. L'État ne veut pas payer la vignette. L'État a ses produits qu'il impose aux autres, mais à lui-même, il ne se met aucune contrainte pour pouvoir régler la dette qui pend sur sa tête. Il faudrait vraiment que l'État soit également un bon régulateur, un bon producteur, mais surtout un bon payeur. La CCA indique tout de même que sur le premier trimestre, le Cameroun a réglé 321,9 milliards de francs CFA de dette, 82 milliards représentant les intérêts. À présent, cet entretien avec Eugène Nyambal qui répond à la question du « Pourquoi le Cameroun importe plus ?» On se retrouve juste derrière. Alors, Eugène Nyambal, nous vous retrouvons à nouveau pour parler cette fois-ci du ratio importation-consommation avec la question de savoir pourquoi le Cameroun aujourd'hui importe plus. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Armel. Alors justement, c'est d'ailleurs la première question que je vous pose à l'entame de cet entretien. Le constat est clair, le Cameroun aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, importe plus. Merci beaucoup pour cette question. Malheureusement, depuis plusieurs années, la balance commerciale du Cameroun est structurellement déficitaire et on se rend compte que quand on fait une analyse, on se rend compte que globalement, c'est constitué par des importations de produits de première nécessité. En gros, on importe, on n'exporte que pour près de 40% de ce qu'on exporte. Donc, on n'a pas assez de recettes à l'exportation. Et même quand on regarde les exportations du Cameroun, près de la moitié, c'est des produits pétroliers. Donc, ça veut dire que l'ensemble des secteurs de l'économie, le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, le secteur secondaire, l'industrie et les services, le Cameroun n'est pas assez compétitif, assez productif pour exporter suffisamment. Et donc, si on enlève les importations des produits pétroliers, parce que le pétrole, ce n'est pas le résultat d'un processus d'organisation de travail. Ouais. C'est la nature qui a placé ses ressources dans nos sous-sols.
Donc, si on les enlève, ça veut dire que le Cameroun ne travaille plus. L'outil économique s'est effondré. Maintenant, quand on regarde de l'autre côté, je prends quelques exemples. On importe pour près de 200 milliards de riz par an. Pour le blé, on consomme à peu près pour plus de 170 milliards par an. Le poisson, on survient à peu près la moitié de notre consommation. Et le secteur de la pêche n'est pas contrôlé par les Camerounais, même le peu qu'on produit. Donc, vous prenez l'huile de palme, on importe l'huile de palme du Gabon. Vous voyez, dans une population où il y a une pauvreté de masse, où dans nos villes, dans nos villages, les jeunes sont désœuvrés, on ne peut pas continuer comme cela. Et je vais y ajouter, et le pire, c'est que nous faisons, au lieu de mettre en œuvre des politiques pour encourager la relance de la machine économique, de la production, nous mettons en œuvre des politiques qui favorisent les importations. Je prends l'exemple des accords APE que nous avons signés. Très bien. À l'époque, j'ai fait une lettre ouverte au président de la République pour demander que le Cameroun ne signe pas les accords APE. Vous voyez, par exemple, les pays de la sous-région n'ont pas signé. Est-ce qu'aujourd'hui, on est mieux que le Gabon, les autres qui n'ont pas signé ces accords, la Guinée équatoriale? Non. Et quand on analyse ces accords APE aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de produits en provenance de l'Union européenne sont vendus chez nous sans payer de droits de douane. Et on nous a dit qu'en contrepartie, nous pourrions aussi exporter nos produits vers l'Union européenne. Il y a plusieurs problèmes à ce niveau. C'est que, étant donné que notre outil de production est exsangue, on ne produit pas grand-chose et on n'exporte pas grand-chose. Et même pour le peu de produits que nous exportons, le café, le cacao, l'huile de palme, l'Union européenne a sorti des barrières non tarifaires qui n'étaient pas en place lorsqu'on a signé les accords. On demande, j'ai été saisi il y a quelques jours, parce que l'Union européenne demande aux producteurs camerounais d'huile de palme, de café, de cacao, de montrer qu'ils ne contribuent pas à la déforestation. Le fameux pacte vert. Oui, pour être éligibles aux exportations sur les marchés de l'Union européenne. J'aimerais être clair là-dessus et j'espère que le gouvernement camerounais va défendre nos producteurs. Pourquoi? Parce que ces accords n'étaient pas là, ces conditions n'étaient pas là quand on a signé les APE. La deuxième chose, c'est que quand on a signé ces accords, on a perdu en recettes douanières. En fait, nous sommes en train de subventionner les entreprises de l'Union européenne, c'est-à-dire quelqu'un qui fabrique des produits à Milan, à Paris, à Barcelone. Il est là-bas, il vend sur le marché camerounais sans payer de droits de douane. Par contre, un Africain qui produit même de Côte d'Ivoire, du Sénégal, ou un Camerounais qui veut vendre là-bas, il y a des barrières entre nous. Est-ce qu'il est normal que quand on consomme au Cameroun, qu'on contribue à créer des emplois ailleurs? Non. Donc, en un mot, je suis pour la suppression des accords, les APE. On va les suspendre, on va les annuler, parce que ça ne nous rapporte pas grand-chose. L'argent qu'on perd là-dedans, on est obligé soit d'augmenter les impôts et taxes chez nous, soit d'aller solliciter des crédits auprès du FMI pour compenser le manque de ressources. Et de l'autre côté, on n'a pas accès au marché européen. Donc pour revenir, et de manière plus large, un pays ne peut pas continuer à importer l'essentiel de ce qu'il consomme. Consomme très bien. Et cette situation n'est pas le fruit du hasard. Elle est le produit des manquements qu'on a eus au niveau des politiques économiques. C'est-à-dire, on n'a pas mis l'accent sur la production. En clair, le fait que notre pays fonctionne tous les jours
sans électricité, sans moyens de transport, sans Internet, avec des structures... bon, vous prenez par exemple le secteur agricole, tout le système d'encadrement de la production agricole qu'on avait essayé, il s'est effondré. Il s'est effondré et ça crée une situation où... Je vous donne quelques exemples. Je viens d'Addis Abeba. L'Éthiopie produit 950 000 tonnes de café. Le Cameroun est à peine à 38-40 000. Vous voyez le rapport? La Côte d'Ivoire produit plus de 2 millions de tonnes de cacao. Nous produisons à peu près à peine 200 000. Sur l'huile de palme, nous importons, alors que le voisin du Nigeria, plus de 250 millions d'habitants, importe de Malaisie plus de 1 500 000 tonnes d'huile de palme. Imaginez que nous ayons ces productions ici pour alimenter le marché du Nigeria. Donc, en clair, c'est lié au fait qu'il n'y a plus tout le dispositif et toutes les politiques qui permettaient d'encourager la production. Monsieur Yambal, vous avez parlé tout à l'heure, excusez-moi, de politique. On a quand même la politique de l'import-substitution qui est mise en œuvre au Cameroun depuis déjà plusieurs années. On pourrait peut-être s'y agripper davantage et peut-être faire fonctionner la machine comme il faudrait pour avancer en matière de développement et ne plus avoir justement à importer plus. Il doit y avoir une action systématique pour traduire, quand on dit 2035 ou import-substitution, oui, ça ne se décrète pas. Il faut, par exemple, se dire dans l'import-substitution, quels sont les produits sur lesquels on veut mettre l'accent. 1. 2. Une fois qu'on a dit ça, quelles sont les stratégies pour développer ces produits. 3. En termes de politique économique, si on dit c'est le riz ou le cacao, on doit mettre en place des programmes. On dit on veut un plan, si on est à 100 000 tonnes de riz, on dit on met en place 300 000 tonnes de riz. Par rapport à ça, quelle politique on met en œuvre? Quelles facilités on donne aux producteurs? Comment on aménage les infrastructures? Comment l'État lui-même alloue des ressources pour arriver à atteindre ses objectifs? Or, quand on regarde le budget du Cameroun aujourd'hui, on parle d'import-substitution, mais quand vous entrez en détail dans le budget, il y a une part infinitésimale qui est consacrée au secteur prioritaire. Et il n'y a pas de politique claire, il n'y a pas de politique claire pour développer ces secteurs. Je prends un autre exemple. Par exemple, sur le poisson, le fait qu'on importe plus de 50% de poissons, il y a un potentiel énorme. Vous voyez comment on a fabriqué des champions nationaux dans le poisson, dans cette industrie. Je vous ai dit, sur la pêche, elle est contrôlée en haute mer par des étrangers, des Asiatiques et autres. Asiatiques, Espagnols. Oui, Espagnols et autres. Mais même plus près des côtes, ce sont des étrangers souvent qui sont dans ce domaine. Les Camerounais eux-mêmes n'ont pas d'équipement pour intervenir dans le secteur. Et l'autre problème, il n'y a pas de politique claire pour dire, voici, on veut une autonomie au niveau halieutique. Pour revenir aux politiques qu'on a mises en œuvre, on voulait à une époque favoriser l'importation de poissons. On a accordé des facilités fiscales, on a permis, avec des crédits bancaires, on a permis à quelques gros opérateurs d'émerger dans le secteur. Aujourd'hui, on se rend compte que, le Cameroun n'exporte pas suffisamment, mais il importe beaucoup. Or, et ça fait que quand il s'endette trop, il est en train de créer des richesses à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la production nationale et augmenter les exportations aussi. Est-ce qu'on a mis en place une nouvelle politique pour dire, OK, on fait l'import-substitution, voici le nouveau cap qu'on veut adopter. On a la production nationale est à tel niveau, voici où on veut aller. On analyse toute la chaîne et puis on donne de nouvelles les incitations qu'on avait données à nos opérateurs pour importer. On met en place ces incitations pour promouvoir la production nationale au niveau de la pisciculture, au niveau. Donc, il y a un changement de politique à faire que je ne vois pas
en œuvre. Justement, pour rester dans le cadre de cette politique d'import-substitution, il a été proposé des incubateurs comme des solutions avec les exemples pris sur le Rwanda, l'Afrique du Sud ou encore le Sénégal, qui ont une dynamique entrepreneuriale aujourd'hui qui développe vraiment les économies nationales. Mais pourquoi on a l'impression qu'au Cameroun, ça ne marche pas? Au Rwanda, on parle d'incubateurs. Les incubateurs sont un petit maillon dans une chaîne, par exemple, si dans le secteur halieutique ou quel que soit, dans une chaîne de valeur, il faut d'abord définir le cap, où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller. Et c'est là-dedans qu'on inscrit les incubateurs pour encourager les entreprises nouvelles et tout ça. Et donc, quand vous développez un secteur, il faut prévoir, non seulement, il faut avoir des objectifs quantitatifs mesurables dans le temps, il faut allouer les ressources comme il faut s'assurer que les ressources en termes de ressources humaines, elles sont là, que les ressources en termes d'infrastructures sont là, et que les petits producteurs, souvent, ce qui décourage les gens dans nos pays, c'est que, vous voyez, que ce soit dans le secteur halieutique ou agricole, quand quelqu'un produit, il n'y a pas d'acheteur en face, il se décourage. Donc, il faut gérer toute la chaîne de la production jusqu'à la vente au client final. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur la promotion des chaînes de valeur. Oui. Et vous voyez, par exemple, l'Égypte est le premier pays au niveau du secteur halieutique en Afrique. J'ai un très bon ami qui a contribué à faire la stratégie de l'Égypte. Ici, au Cameroun, si on veut développer ce type de chaîne de valeur, c'est possible. Mais pas en prenant des actes isolés tels que les incubateurs et tout ça. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur le Rwanda pour lancer la diversification de l'économie. Donc, dans des pays comme le Rwanda, il y a une cohésion. Quand on dit vision 2020, une fois qu'on a dit vision, on se dit, mais quels sont les secteurs les quelques 3-4 secteurs qu'on veut développer? Quand on identifie ces secteurs, on fait des stratégies pour chaque secteur avec les objectifs où on veut aller. Et ensuite, le plan de la vision, on la divise en période de 5 ans. Dans cette période de 5 ans, on va maintenant au niveau du budget. Comme ça, on sait que si au niveau du secteur halieutique, on veut atteindre tel niveau dans 5 ans, on sait que tous les ans, dans le budget, on met tel montant pour les infrastructures, l'autre pour favoriser la formation, l'autre pour des incitations. Et pourtant, il faudrait savoir que dès la première année de sa mise en œuvre, je reste sur la politique de l'import-substitution, les résultats de ce plan gouvernemental estimé, je vais dire exactement, à 1371,5 milliards de francs CFA, malheureusement ne sont pas prometteurs. Et pourtant, avec tous les problèmes que vous venez de citer, c'est également les mêmes problèmes qui ont été relevés. On a donc des incertitudes qui planent sur l'atteinte des objectifs qui ont été fixés d'ici l'année 2026. Est-ce qu'il faudrait changer de stratégie ou de politique? Parce que là, ça ne marche pas avec ce plan. Peut-être autre chose, notamment revenir au plan quinquennal, comme vous venez de le dire. Ce que j'ai dit, une fois de plus, quand je vois ce qu'on est en train de faire dans l'import-substitution, ce n'est pas la bonne démarche. On identifie quelques produits, on fait... Mais est-ce que dans chacun de ces domaines, on a dit, par exemple, sur le riz, sur le maïs, sur ça, voici la chaîne de valeur, on veut passer de 100 000 tonnes à 400 000 tonnes. On fait une stratégie pour y arriver. Ce n'est pas ce qui est fait. Dégager simplement des ressources, 1300 milliards, sans avoir une stratégie et des objectifs clairs, va amener à une dispersion de ressources. Il faut d'abord que les objectifs soient clairement définis. Et bon, par exemple, je vois par exemple au niveau des pays comme l'Éthiopie ou le Rwanda, quand ils choisissent les secteurs qui vont guider, qui vont soutenir la croissance, la création d'emplois dans les 10-15 prochaines années. Mais ce que le gouvernement fait, c'est que tous les ans, il met dans le budget, les ressources nécessaires pour construire des infrastructures économiques, les zones économiques spéciales. Vous voyez, par exemple, vous voyez notre pays, les plus jeunes ne savent pas que le Cameroun était un pays où on fabriquait quasiment tout ce qu'on consomme aujourd'hui. Tous les objets qu'on utilise dans une maison, même le textile, l'habillement, les seaux, les taux, tout. On avait une industrie naissante ici. Tout ça, il y avait des zones industrielles à Bassa, dans la zone de Koti là-bas. Tout ça a disparu.
Or, quand je vais dans les pays comme l'Éthiopie et le Rwanda, ce sont des pays où quand le gouvernement met en œuvre une politique, il sait que le privé n'a pas forcément les moyens de construire des zones industrielles. Il y aura l'eau, l'électricité, toutes les facilités pour la production. Il met également des mesures d'accompagnement dans ces différents domaines. Chef du gouvernement qui demande de mettre à chaque fois à la disposition, de soumettre à des intervalles très réguliers les rapports sur l'implémentation de ce plan. Est-ce que les rapports aujourd'hui suffisent-ils ou on devrait passer à une autre phase? De quel plan? L'import-substitution, le nouveau plan qui est mis en œuvre, justement. Je suis en train de dire, et je répète, que quand vous avez un environnement... On a quand même les grands bassins de production, peut-être on devrait également... Je vais y arriver. D'accord. Quand on est dans un environnement où on a identifié de grands bassins de production, sur le riz, par exemple, il y a l'extrême nord, le café dans la zone du Nozo, la banane du sud-ouest. La banane et tout ça. Mais est-ce que, Armel, est-ce que ces zones ont été aménagées par rapport aux objectifs poursuivis? Est-ce qu'il y a l'électricité pour produire de manière régulière et permanente? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a des routes pour transporter ces produits de là-bas aux principaux marchés ou vers le port? Est-ce qu'il y a donc tant qu'on dit ok, on veut faire l'import-substitution et que les conditions préalables ne sont pas réunies, c'est-à-dire aménager les zones pour qu'on puisse produire, avoir des zones pour qu'on puisse conserver les produits, pour qu'on puisse les transformer, avoir même la ressource humaine nécessaire. Parce que l'autre chose dont je me rends compte dans notre pays, c'est que nous avons beaucoup de jeunes bien formés, mais qui sont au chômage parce qu'il y a une inadéquation entre les besoins de l'économie et puis les besoins en formation. Par exemple, je prends un exemple, on dit la vision 2035, où on dit l'import-substitution. Est-ce qu'on a traduit ça en termes de besoins en ressources humaines? Pour dire, OK, si on veut faire l'agro-industrie dans les 15 prochaines années, on veut transformer le coton pour avoir plus de textiles. Est-ce que dans le plan 2035, on a dit les implications en termes de ressources, par exemple pour l'agro-industrie, on a besoin de former des ingénieurs agronomes, on a besoin de tel type de main-d'œuvre, et comme ça, on transmet ces besoins au système d'enseignement, au BTS, à l'enseignement technique, à tous les autres. Et on s'assure qu'il y a un partenaire, le privé et le public, pour que quand nos enfants sont formés, qu'ils soient formés à des métiers qui sont porteurs dans l'économie. Est-ce qu'on a traduit ça en termes de besoins en électricité et en route? Non. Est-ce qu'on a traduit ça en termes de besoins en financement? Les entreprises auront besoin de quel type de financement? Oui. Alors, une dernière question avant de sortir de cet entretien. Est-ce qu'en l'état actuel des choses au Cameroun, une aide gouvernementale va aider à ça veut dire des accompagnements du gouvernement aux producteurs? Est-ce qu'en l'état actuel de la situation socio-économique du Cameroun, est-ce que ça va changer grand-chose? Quand on a relancé Camerco, c'était pas bien conçu. On a dit aux gens que Boeing, qui est un fabricant d'avions, qui n'est pas dans le service, on a dit que Boeing va aider à lancer Camerco. Ce qui n'était pas... Et quand on relance Camerco, on ne se dit pas, OK, quand on regarde l'industrie du transport aérien aujourd'hui, quelles sont les principales tendances? On veut que le Cameroun devienne courant là-dedans. Est-ce que c'est un hub? Et par rapport à ça, on a besoin de quel type de compagnie de transport? Quels sont les besoins en ressources humaines? Quels sont les besoins en équipement? Quels sont les besoins en modernisation de nos aéroports? Est-ce que si on lance Camerco, est-ce qu'il a les outils en termes de ressources informatiques, en termes de ressources humaines pour s'inscrire dans les grands groupes internationaux de transport aérien comme le font les Ethiopian Airlines et tout ça aujourd'hui? Bon, cette démarche n'a pas été faite. On a reçu l'argent de la réduction de la dette du PPTE. Ça nous a rendu fous. On a commencé à dépenser de l'argent sans avoir d'objectif. Ouais. Et je suis peiné aujourd'hui qu'un pays comme le Cameroun, qui est un carrefour de toute l'Afrique, n'ait pas une industrie du transport aérien fort, qu'on n'ait pas de compagnie aérienne. Non, donner des aides dispersées ne mènera nulle part. En un mot, pour ces secteurs, il faut une stratégie claire. Et c'est là-dedans. Et quand on a une stratégie claire, on peut se dire, on veut promouvoir des champions nationaux.
On ne peut pas disperser les aides, on peut aider des champions nationaux et on organise aussi les petits producteurs, les bassins de production et tout ça. Donc c'est une action complète qu'il faut mener. Donc au stade actuel, juste disperser des aides aujourd'hui n'aura pas l'impact souhaité. Très bien. Merci à vous, Eugène Nyambal, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste et consultant en finance internationale, analyste des enjeux économiques et stratégiques en Afrique. Vous êtes également un ancien conseiller principal pour l'Afrique au FMI. Vous êtes chef de projet à la Banque mondiale, auteur de nombreux ouvrages sur le développement de l'Afrique. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite justement à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et sur Instagram. Très bonne suite des programmes sur Dash Télévision et Dash Média. Et à très vite.